tu as envie de devenir professionnel dans les métiers du son et de l'enregistrement et de la production de la musique. Et nous piquer tous nos clients. Ça, c'est une bonne idée. Tiens, on va te donner 5 trucs pour nous remplacer. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi, c'est André. Donc aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de comment se professionnaliser dans le milieu du son, dans le milieu de la musique, quand tu veux avoir un studio, quand tu veux faire du live, soit peut-être un tout petit peu moins, on est quand même plus surtout studio. Et on a donc 5 points que tu peux garder en tête, ou en tout cas commencer un peu à réfléchir là-dessus, si tu veux devenir professionnel dans le milieu. Alors, le premier point pour devenir professionnel, c'est de liker la vidéo. Ensuite, de t'abonner à notre chaîne, parce que forcément, tu vas avoir du contenu pour devenir pro. L'autre truc super important pour devenir professionnel, c'est d'aller sur notre site l'académiedugrosson.com/bonus, parce que là, tu vas t'inscrire à un site pour devenir professionnel qui va t'envoyer automatiquement des cadeaux. Il y aura du matériel pour commencer comme débutant avant de devenir professionnel, un tableau des fréquences pour trouver les fréquences comme un professionnel, et avoir toute une série de plugins gratuits que tu peux trouver sur le net pour faire des mixages professionnels. Donc une fois que tu as fait tout ça, donc tout liker, ça tu peux faire pendant que je dis mes conneries, tu peux t'abonner à la chaîne, ça pareil, pendant que je débite les mêmes conneries, et ensuite tu vas sur l'académiedugrosson.com/bonus, voilà, maintenant c'est fait, tu reviens, et maintenant on va te donner 5 trucs pour vraiment devenir professionnel dans le son. Quel est le premier conseil qui est primordial, je pense, la première chose à penser quand on veut devenir professionnel? Alors, le premier truc, déjà, avant le point 1, c'est de devenir un bon salesman, un bon vendeur, comme Gérald vient de le faire. Et sinon, le vrai premier point, c'est... alors ça, c'est un truc qui était un tout petit peu moins évident pour certaines personnes. En gros, si tu veux être musicienne, ne sois pas ingé son. Voilà, ça, c'est le truc principal. La plupart des gens que nous regardent, qui regardent cette chaîne, c'est des musiciennes qui veulent s'enregistrer chez eux, et c'est super cool, c'est exactement pour ça qu'on est là. Mais si tu veux en faire ton métier, moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui voulaient à la base être artistes, créer, en faire leur métier et pouvoir faire que ça, et qui se rabattent un peu sur le son pour pouvoir payer les factures, souvent là la tension là elle est à son max. On peut faire ça pendant tout un moment, mais on devient vite aigri et ça pose problème. En gros, quand tu es ingé son, tu es au service de l'artiste. Tu ne fais pas de la création personnelle, et souvent t'as pas l'impression de faire de l'art, même si tu travailles sur l'art, parce que finalement on te paye pour quoi? On te paye pour que tu reprennes toutes ces choses qui pour les artistes sont pas très fun, et où il faut faire tout un tas de choses autour, passer des heures et des heures dans des programmes, à geeker, etc. et finalement ne pas vraiment créer quelque chose. Dans les deux cas, c'est un travail qui est quand même malgré tout artistique, mais la grosse différence, c'est que le musicienne est l'artiste, c'est le héros de l'histoire. Tandis que toi, tu es aussi un artiste, mais tu dois te mettre au service de ce héros. Une comparaison qu'on connaît bien tous les deux, c'est que si on devait être dans le Seigneur des Anneaux, l'artiste avec lequel tu travailles, c'est le porteur de l'anneau, tandis que nous, ça se voit tout de suite, on serait plutôt Gandalf. Donc, si tu te sens Hobbit, tu dois rester musicienne. Si Gandalf, c'est cool pour toi... C'est plutôt dégueulasse, mais ouais. Dégueulasse? Dégueulasse, je suis dégueulasse, voilà. Eh ben bravo, donc, tout le monde le sait. Ah oui non, l'autre qui tire ses flèches, ok, sorry. Donc si tu veux aider l'artiste et que c'est quelque chose qui est dans ta nature, alors à ce moment-là, ingénieuse du son, producteur, productrice, c'est très bien. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Le deuxième point, si tu veux te professionnaliser, c'est une discussion que j'ai souvent en fait avec des stagiaires ou des gens que je croise qui viennent au studio et qui veulent justement passer un peu le cap. Moi, si je devais commencer maintenant à l'étape actuelle, ce que j'essaierais de faire, c'est de me créer un portfolio. Parce que forcément, on vit une époque où on est tous noyés dans une sorte d'information. Et si des gens vont vers toi ou entendent parler de toi, ils auront vite envie de savoir ce que tu as déjà fait, surtout si tu viens de nulle part. Et donc, le meilleur moyen, je trouve, pour ça, c'est de faire un genre de petit jeu. C'est-à-dire que il va falloir que tu aies un espèce de ce qu'on appelle un portfolio, des choses à écouter,
qui sont un peu dans ta spécialité ou dans ce que tu vas prévoir, voilà, qui va être ton truc à toi. Tes mix, tes enregistrements, voilà, tes productions. En fonction du type de service que tu vas fournir, on va en parler aussi après dans un point après. Mais donc, tu crées un premier portfolio, le meilleur que tu peux, imaginons 4-5 références d'artistes, ça peut être cool, qui sont ce que tu sais faire maintenant. Donc soit c'est avec des potes, soit c'est un peu, enfin voilà, ce qui est à ta portée maintenant. Ça, c'est ta base, c'est ton point de départ. Et le but du jeu, c'est d'avoir le portfolio le plus fou qu'on ait jamais vu de l'histoire de la production de la musique. Parce que chaque fois que tu vas faire l'occasion de faire une nouvelle production, tu vas essayer d'une part, toi, de t'améliorer pour que ce soit meilleur en termes de rendu qualitatif et sonore. Et donc tu vas dire, ok, ce titre-là, il bat le titre que j'avais là, je vais pouvoir upgrader mon portfolio, ou essayer d'avoir étape après étape, ça se fait pas en une fois, mais d'avoir accès à des artistes peut-être ayant une plus grosse renommée, des gens plus connus, comme on dit, et donc du coup pouvoir mettre ça dans ton portfolio. Et en fonction de ça, tu pourras faire des choix en te disant, ok, il y a certains projets, je vais peut-être faire un prix, je vais peut-être faire un truc, je vais peut-être proposer un test mix ou quoi, quelque chose qui n'est pas forcément à faire dans tous les cas, mais juste parce que ton portfolio, ça va être dans un premier temps et dans un bon bout de temps de ta carrière en débutant, vraiment la meilleure carte de visite et peut-être le meilleur moyen de récupérer des projets. Donc ça, je dirais pour moi, c'est le deuxième point très important de ce que je ferai maintenant pour commencer à lancer ma carrière. Et puis ici, je pense en pas ajouter que je préfère à des portfolios plus petits mais plus qualitatifs. N'aimez pas 20 morceaux dont 17 sont un peu bof. Voilà, c'est ton pote de l'école qui rappe depuis 6 mois. Mais peut-être pas ça, mais peut-être juste 3 morceaux. Et si tu n'as personne autour de toi qui a un niveau suffisant pour être fier du travail que tu as accompli, en tout cas pour pouvoir le montrer au monde, aucun problème. Tu peux choper des multitracks sur l'internet, des trucs connus ou moins connus, gratuits. Je vous mets d'ailleurs un petit lien d'une bibliothèque publique de multipistes de plein de morceaux différents, dans plein de styles différents, où tu peux aller choper ça et tu peux utiliser ça pour ton portfolio. Forcément, tu peux pas utiliser cette musique-là pour l'uploader sur des Spotify et autres et vendre ça comme si c'était à toi. Non, c'est pas le but. Mais au moins, tu peux montrer le travail que tu peux réaliser sur des choses qui sont bien enregistrées, bien jouées et en place. C'est ça. Le but, c'est pas qu'il y ait une grosse quantité. Tu peux mettre la liste des gens avec qui tu as travaillé pour dire « Ah oui, j'ai quand même déjà travaillé sur des projets », mais les trucs à écouter, c'est mieux que ce soit un concentré de qualité parce que de toute façon, la personne qui va écouter va se faire son avis dans les 10 secondes des 2-3 premiers morceaux qu'elle va écouter. Donc voilà. D'ailleurs, ça me rappelle, je vais aller sur mon site et enlever quelques morceaux parce que j'en ai trop là. Donc voilà. Prochain point, c'est comment savoir quoi faire dans ce métier qui est le nôtre, qui est le plus beau métier du monde, n'est-ce pas? Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux enregistrer des gens, tu peux faire l'édition des enregistrements que d'autres personnes ont fait, tu peux mixer des enregistrements qui ont été faits par d'autres personnes aussi, tu peux masteriser des mixages qui ont été faits par d'autres mixeurs-mixeuses, ou alors tu peux faire tout ça. Et tout ça dépend de plusieurs points. En gros, pour ça, voici un diagramme de Venn qui te montre un peu qu'est-ce que nous on considère le plus important. De 1, c'est qu'est-ce que le marché demande. Alors, quand tu commences, c'est pas évident à savoir qu'est-ce qu'elle demande. Tout à l'heure, on en discutait, Gérald disait, en fait, c'est un peu qu'est-ce qui vient en premier. Tes premiers contacts, par exemple, si tu connais beaucoup de personnes qui font du rap, tu vas forcément te retrouver à enregistrer des rappeurs et des rappeuses d'abord. Tu vas peut-être faire des beats, tu vas peut-être mixer des choses dans ce style-là de musique. Si tu sors d'une académie de musique, tu vas peut-être faire plutôt des enregistrements d'instruments classiques d'abord. Et cette question est à se poser, je pense, à chaque étape de ta carrière. Qu'est-ce que le marché demande comme compétences et comme service en ce moment autour de moi? Ensuite, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, moi, au départ, je suis guitariste métalleux. J'ai commencé par faire une année d'albums et de morceaux de métal. Je me suis rendu compte au bout d'un an que, en fait, si je fais que des gros sons de guitare, etc., et des journées d'enregistrement guitare spécifiquement, ça ne me convient pas et ça ne me donne pas envie d'aller plus loin dans ma carrière. Donc, il était à un moment donné question de trouver quelque chose d'autre, quelque chose que je préfère faire pour pouvoir offrir un service meilleur, pour pouvoir servir mes artistes encore mieux. Et puis finalement, c'est qu'est-ce que tu as comme compétence? Voilà, encore une fois, je vais donner mon exemple. Je suis musicien, guitariste à la base. J'ai une formation technique de ingé son, donc j'ai commencé par faire la partie que toutes les autres personnes avaient un peu du mal, l'enregistrement, le placement micro, toute la partie technique dans l'ordinateur. Mais par contre, je ne me suis pas jeté directement sur l'édition. Parce que là, je n'avais pas encore l'expérience, je savais pas vraiment comment, je savais même pas entendre qu'est-ce qui était bien édité, qu'est-ce qui était pas bien édité. Donc, pareil, si tu n'as jamais entendu un violon dans ta vraie vie, tu vas pas commencer par travailler sur un orchestre. Forcément. Une fois que tu t'es un peu posé ces questions-là et que tu as un peu rempli ton diagramme, il y a un endroit où ces choses-là se retrouvent.
On espère en tout cas. Enfin, Ça, c'est dans l'idéal. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Dans le meilleur des cas, il y a un endroit où ces 3 choses se retrouvent. Souvent, c'est 2 choses à la fois qui se 2, c'est retrouvent. déjà bien. 2, c'est déjà très très bien. Et tu peux te reposer cette question-là à chaque étape de ta carrière, tous les 6 mois, tous les 1 an, pour savoir c'est quoi ton prochain pas à faire. C'est ça. Et je rajouterais ceci, si tu veux devenir professionnel, laisse-toi des opportunités. Donc si tu as quelque chose qui joint, le marché demande ça et je suis pas trop mauvais, enfin je suis assez bon pour le faire, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Dans un premier temps, fais-le parce que ça va peut-être quand même, si tu veux vraiment faire Yes. ça, en tout cas, ça va te créer des opportunités, tu vas peut-être voir d'autres choses et pendant ce temps-là, ça va te permettre en plus de travailler et donc de continuer à te professionnaliser un petit peu plus, quoi. Je pensais pas du tout le faire, mais aujourd'hui, ce que je fais principalement, c'est d'enregistrer des voix. Et c'est ce que je préfère de loin. Au début, c'était pas du tout ça que j'aimais bien, mais c'est juste parce que je travaille avec des gens qui étaient pas très bons, en voix particulièrement. Et dès que je travaille avec des gens qui étaient bons, en fait, j'adore ça. Voilà, cette technique de diagramme, c'est pour t'aider un petit peu à voir vers où aller et pour que ce soit toujours en équilibre aussi, en osmose avec tes intentions, quoi. Yes. Le 4e point, si tu veux être plus professionnel, ça c'est une question, alors moi forcément qu'on me pose souvent, j'ai des stagiaires, ce genre de choses, qui me disent « Ah c'est super, moi j'ai envie de faire un studio, comment est-ce qu'il faut faire ?» Et leur réponse, cette réponse que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, mais je dirais à l'époque où on vit maintenant, la première chose que je ferais maintenant, ce n'est plus d'ouvrir un studio, c'est ce que j'ai fait il y a longtemps, parce qu'à l'époque, je pense que ça avait encore du sens. Et encore que, je vais m'expliquer. Mais en gros, si je devais débuter maintenant avec une certaine somme d'argent, il faut bien se dire que construire un studio ou une structure, en tout cas qui a un certain poids et une certaine pression économique, ça t'oblige, il y a peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. C'est très cool parce que en fonction de ce que tu as décidé, où tu allais te spécialiser, ce que tu voulais faire, peut-être tu peux construire le studio parfait justement pour ça par rapport au point précédent. Mais ça va te mettre certaines obligations qui font que tu vas peut-être pas pouvoir offrir quand même malgré tout le service le plus optimum à tes clients. Moi, personnellement, si je devais commencer maintenant et que j'avais une certaine somme d'argent à investir là-dedans, je pense que j'essaierais de me faire une espèce de régie minimum, quelque chose où je peux déjà faire du très bon mix, où je peux bien entendre les choses et éventuellement faire des prises de son assez simples. En fait, ça ressemble un petit peu au cas d'André, je pense. Entièrement. Enregistrer voilà, des voix, quelques trucs basiques. Et plutôt faire des deals avec différents studios de différents niveaux. Donc un studio qui coûte pas trop cher, où je pourrais proposer voilà, pour des artistes qui auraient moins d'argent, où on n'aurait pas besoin d'une grosse infrastructure, parce que par exemple, on veut juste faire des guitares, il n'y a pas besoin d'équivalent d'un truc pour faire des batteries. Un studio un petit peu plus moyen de gamme et un studio un peu plus haut de gamme. Ça existe un petit peu partout, à mon avis, jamais à des milliards de kilomètres d'où tu es. Ça permet d'une part d'offrir une plus grande flexibilité aux projets qui viennent vers toi et justement d'offrir quelque chose de plus custom à tes artistes qui voudraient travailler avec toi et leur faire quelque chose plutôt sur mesure, pouvoir rester plus facilement dans leur budget et toi te laisser une forme de liberté au fur et à mesure que tu vas grandir et que tu vas vouloir un petit peu améliorer ton portfolio. Tu auras non seulement les endroits pour aller faire des choses peut-être plus haut de gamme, plus premium, enfin voilà, qui seraient plus en rapport avec des besoins supérieurs, mais en plus dans un premier temps tu peux aussi te permettre, et en moins de pression, de refuser peut-être certains projets qui au bout d'un moment de ta carrière ne forcément te tireraient un peu vers le bas, que ce soit psychologiquement parce que tu es en train de faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, ou des choses dont le résultat risque peut-être d'entacher. Bon, moi j'ai pas trop cette philosophie là, mais de nouveau c'est parce que moi j'ai un studio, donc du coup je dois faire tourner un studio, et donc je me tracasse un tout petit peu moins de ma carrière, mais plus de faire tourner le studio. Et donc actuellement je ferai ça, surtout qu'on fantasme un peu l'idée de se dire, si je construis un studio, tout d'un coup les clients vont tomber du ciel parce que j'ai fait un studio et ils vont débarquer, ce bon vieux mythe. Donc c'est cool d'avoir un studio, c'est cool le matos, mais ça doit être plus que secondaire dans un développement un peu plus réfléchi en termes d'évolution personnelle et de business, en fait, tout simplement. Ça demande un peu d'humilité. Ça demande un tout petit peu de se dire, bon bah tant pis, je vais pas avoir un Instagram rempli de incroyables photos, d'une grande pièce, etc. Tu vas peut-être voir des gens que tu penses être au même niveau que toi, qui ont des infrastructures beaucoup plus grandes. Le truc, c'est que tu connais jamais leur réalité économique. Il se peut, et d'ailleurs j'en vois tout le temps, des gens qui ouvrent des studios, qui travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans, font un gros burn-out parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est très difficile de faire tourner un studio, ça demande énormément d'efforts. C'est pas toujours évident. C'est vraiment pas évident, il y a des endroits où c'est même économiquement impossible parce qu'il n'y a juste pas assez de demandes, mais on s'en rend pas toujours compte tout de suite, et au bout d'un moment, on ferme. Donc, est-ce que tu veux faire ça encore dans 10 ans, ou est-ce que
Ouais. Tu veux à un moment donné brûler et s'arrêter là. Moi personnellement, j'ai travaillé dans des énormes studios qui étaient superbes et oui, j'ai eu du mal à après revenir chez moi et travailler dans ma petite chambre qui n'était pas du tout prête. Mais c'était ça ou arrêter. Après, on dit pas qu'il faut pas le faire, mais je trouve que si tu as 4, 5, 10 ans de carrière et que les projets, justement, tu as pu te concentrer à devenir vraiment bon, à travailler sur des beaux projets où les budgets ont été plus conséquents et que la conséquence positive de ça, c'est de pouvoir t'acheter du chouette matos et quitte à construire un gros studio parce Yes. que voilà, tu auras Là, plus ça a du sens, facilement la ouais. possibilité de le faire dans ce sens-là que de faire d'abord le gros studio et puis de te bloquer dans quelque chose parce que peut-être, comme tu disais, peut-être que tu l'as peut-être pas fait au bon endroit. Moi ici, je suis à Vierde, c'est pas la même chose que Los Angeles ou New York par exemple. Donc, est-ce que j'aurais dû le faire à Vierde? Voilà, je l'ai fait, je m'en sors, mais il y a des choses où c'est pour ça que c'est important de faire cette vidéo pour moi, en tout cas personnellement, c'est d'essayer d'expliquer ça que derrière le fantasme du studio, il y a des choses quand même à réfléchir et je pense que en 2025, au moment de cette vidéo, il y a moyen de le faire plus intelligent et progressivement et d'une autre façon en tout cas. Tout à fait. Ça c'était le point 4. Est-ce qu'on passerait au point 5? Yes, alors le 5, pour finir un peu, c'est tout un état d'esprit. C'est le plus important, je crois. Yes. On a dégagé 4 points qui nous paraissent les plus importants à avoir en tête quand tu veux être donc au service de l'artistique. Ça passe avant tout par une attitude professionnelle. Voilà. Alors, cette attitude professionnelle est très similaire, n'importe dans quel domaine tu te retrouves en fait. C'est pas seulement pour les ingé-sons, c'est pareil pour les boulangers, c'est pareil pour les designers. Et c'est donc, de 1, le respect des engagements. Et ça, en particulier chez les ingé-sons, chez les producteurs, enfin productrices, c'est quelque chose pour lequel on est assez connu, on est foireux. Il y a beaucoup de gens qui promettent énormément de choses, c'est de la passion, etc. Et qui peinent à livrer le produit fini dans les temps impartis, de la qualité à laquelle tu t'attendais, et à respecter donc tous les engagements qu'ils ont pris. De 2, c'est de connaître sa place dans un projet. On en parlait tout à l'heure, tu es au service de l'artiste, tu es au service de ton client, de ta cliente, et c'est pas ta place de dicter ce qui doit se passer. Forcément, tu peux te créer un profil plus producteur, productrice, où tu as un apport important dans l'artistique, Tu dans peux la création. conseiller, soumettre, c'est jamais un Même problème. là, la plupart des gens qui le font de manière professionnelle et qui le font bien, la première chose qu'ils disent, c'est que c'est avant tout le projet de l'artiste, c'est le bébé de l'artiste, et on est là pour le sublimer, on n'est pas là pour prendre ça et en faire un truc à notre sauce. Ça passe aussi par laisser son ego complètement de côté. Et là, c'est le point 3, ne pas se laisser guider par son ego. C'est pas parce que tu as un avis que c'est le bon avis. C'est pas parce que tu as une suggestion et que les gens l'acceptent pas qu'ils ont tort. C'est pas parce que tu reçois une page et demie de retour de mix où au moment où tu reçois le message, tu fais « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis surtout, tu le prends personnellement. Là, c'est difficile d'en faire un métier parce que, imagine-toi, tu reçois ça tous les matins. C'est pas super pour commencer sa journée que d'aller en studio en fumant comme ça, genre, mais comment ils osent m'envoyer autant de retours, mon mix était parfait. Si tu prends ces choses-là personnellement, tu n'avances pas. Tu n'avances pas vite, tu n'avances pas bien, et surtout, les gens n'ont pas trop envie de bosser avec toi de nouveau. Et puis finalement, le dernier point, au niveau de l'attitude professionnelle, c'est d'être concentré sur la résolution des problèmes. Les artistes, ils viennent chez toi parce qu'ils ont un problème. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment prendre leur idée de là et la mettre dans un fichier Wave qui est sur Spotify, sur Tidal, sur YouTube. Et ce problème-là a 3 millions sous-problèmes. Que ce soit comment je connecte ma guitare dans un ampli pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour avoir un beau son, pour capter l'idée de l'artiste, jusqu'à comment est-ce que je débloque mon programme parce que mon ordi ne veut pas coopérer aujourd'hui. Toutes ces choses-là, c'est des problèmes que tu résous tout le temps. Et en fait, ton réel travail, au-delà de l'apport créatif, c'est surtout résoudre des problèmes. Les meilleurs ingé-sons, les meilleurs producteurs, productrices, c'est des gens qui voient les problèmes arriver avant même qu'ils arrivent. C'est vrai. Qui ont déjà une solution prête avant même qu'on leur demande la solution. Et les meilleurs des meilleurs, c'est des gens où l'artiste ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un problème. Donc ça, cette attitude professionnelle, nous, c'est quelque chose qu'on a appris, on a compris un petit peu, voilà ce qu'il fallait faire avec l'ego, comment la place à prendre. Et ça, l'idéal, c'est aussi d'apprendre de ça vraiment des pros. Il y a moyen de le faire tout simplement en regardant pas mal sur YouTube. Il y a pas mal d'interviews qui sont chouettes. Moi, j'ai aussi appris beaucoup à ce niveau-là. Si t'as pas l'occasion toujours de croiser des gens en studio qui sont un peu plus avancés que toi, c'est pas toujours évident.
des chaînes comme Mix with the Masters ou Pure Mix, voilà, des choses où tu vois des ingé sons travailler mixer, mais aussi qui partagent beaucoup leur expérience, comment ils ont géré des sessions, leur attitude par rapport à des situations. Moi, je trouve ça souvent super intéressant à ce niveau-là, de voir à quel point ces gens qu'on pourrait se dire, bah, c'est eux les stars et ils ont d'avoir un ego démesuré, mais en fait qu'en général, plus c'est les plus grands et plus en général c'est les gens les plus faciles d'accès avec le moins d'ego et qui sont plus là pour vraiment servir les artistes. Et c'est pour ça que ces gens-là ont travaillé avec des gens Tout à fait. au top du top. Donc, tout ce que tu peux consommer comme interview, genre de cours en ligne, enfin de services en ligne, moi, ça m'a apporté énormément, parfois plus que des techniques de mixage ou des techniques de production. D'ailleurs, on a une petite liste d'interviews avec des gens comme Lionel Capouillet qui mixe Stromae notamment. Bon exemple. Notamment, c'est pas mal ça, notamment. Comme Jonas Jae qui travaille à LA avec des énormes stars de la pop, comme Jules Fredé qui bosse avec Damso par exemple, ou alors comme Peter De Wachter qui est ingé mastering pour des millions de personnes. Il a fait tous les projets possibles et imaginables, dans tous les styles possibles et imaginables. Et il y a aussi Andy Caps qui fait de la musique, qui est producteur pour des énormes stars françaises. Et son interview assez longue parle principalement du business et justement son approche au business, donc n'hésite pas à voir ça aussi. Dans ces interviews transparaît vraiment cet aspect, je pense que c'est ce profil qu'on a essayé d'expliquer. Je pense que tu vas le ressentir dans ces interviews. Toutes ces personnes ont dit en fait un peu la même chose avec d'autres mots. Et je pense que c'est vraiment intéressant à écouter. On espère que ces petits trucs-là vont t'aider si vraiment ton but c'est de devenir professionnel. Pour le reste, si par rapport à tout ce qui touche, ici on est sur un sujet un petit peu différent d'habitude. On s'est dit tout ce qui touche un petit peu à l'aspect professionnel, la professionnalisation, tout ça. Si tu as des questions, tu mets ça en commentaire et tu travailles à tout ça, tu mets ces 5 points ensemble. Et on espère un jour, bon alors là nous on met notre ego un peu en avant, que grâce un peu à cette vidéo, ça a été le point de démarrage de ta carrière professionnelle, que tu as pu travailler avec les plus grandes stars internationales et peut-être que toi tu vas inspirer d'autres personnes à faire de la musique.